Bonjour messieurs, dames, ici Eric Leray pour l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat. Alors, on va commencer cette semaine par la chronique de Reynald Duberger parce que c'est lié aussi à une actualité assez riche sur Pfizer, puisqu'il y a une controverse sur Dreuzinfo, mais pas seulement, hein, ça fait longtemps qu'il y a des controverses partout au sujet des vaccins. Mais Reynald, avec son originalité habituelle, va aborder avec son regard cette actualité. Alors, c'est surtout lié à un article qui s'appelle Vite à Nuremberg pour Pfizer, ils ont avoué, de Drio Godfredi, donc paru le 13 février, que vous pouvez trouver sur Dreuzinfo, en réponse, ou en tout cas en résonance, avec un autre article, peut-être qu'on pourra en parler à la fin, de Guy Minière sur quelques questions sur le Covid-19, paru le 3 février, toujours sur Dreuzinfo, et qui fait un historique très intéressant et très approfondi sur le vaccin et sur la pandémie. Alors Reynald, là on apprend dans cet article que tu as choisi cette semaine, en fait que Pfizer n'a jamais promis la Lune et qu'il a toujours dit que c'était pas, ça ne permettait pas d'empêcher la transmission du virus, mais plutôt de limiter la casse, quoi. En fait, l'article de Godfrey, Drieux Godfrey, qui c'est un Belge, c'est un juriste, c'est un homme qui s'est intéressé beaucoup. D'abord, moi, je l'ai connu à cause de son intérêt pour les changements climatiques. Je l'ai rencontré à Paris au moment d'une contre-COP, je ne sais pas si c'était la 23 ou la 24, là, où j'étais un des conférenciers invités par l'Association des climato-réalistes. Et puis, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à ce moment-là. Et j'ai vu par la suite qu'il s'intéressait aussi à la crise sanitaire, COVID, puis il a écrit quelques articles là-dessus, dont je partage presque complètement le fond, aussi bien que la forme. D'ailleurs, son dernier article dans Dreuze est sur un ton ironique, pour ne pas dire sarcastique, ou comme tu soulignais, il met entre guillemets Pfizer, je ne sais pas quel était le titre de l'article, là, un Nuremberg, c'est-à-dire un procès où on va faire la, le, on va établir la vérité, puis peut-être établir aussi des condamnations. Pfizer a avoué. En fait, Pfizer n'a rien avoué du tout. Il faut voir un peu, si on remonte dans le temps, quand le virus est apparu, dans beaucoup de pays, eu peur, on a paniqué. Et puis, quand est arrivée la question d'un vaccin, la plupart ont dit, bah, pensez-y même pas. Un vaccin, ça prend 10 ans, 15 ans d'études, de tests avant que ça puisse être homologué. C'est faux. Qu'est-ce qui est arrivé? Trump a forcé la main des pharmaceutiques puis les a forcés à se mettre sur la planche à dessin. Et résultat, en seulement quelques mois, on est arrivé avec des vaccins, AstraZeneca, Moderna, Pfizer et autres, là, qui étaient efficaces, qui permettaient de sauver des vies. Donc, première constatation, les alarmistes et les gens qui ont eu peur s'étaient trompés. La raison du sarcasme de Godfrey à propos des alarmistes contre Pfizer, des gens qui veulent faire le procès de Pfizer, c'est que eux, ce qu'on entendait beaucoup durant la crise, c'est que le vaccin, même si tu es vacciné, tu peux quand même être contaminé. Oui, c'est vrai. Puis même si tu es vacciné, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le transmettre. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est pas la vérité. Quand on va en cours, le juge nous demande, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Alors quand on dit, même si tu es vacciné, tu peux être contaminé, puis tu peux la transmettre, c'est vrai. Mais il faut que tu dises aussi, tu diminues considérablement tes chances d'être contaminé et de te retrouver à l'hôpital en réanimation ou même de mourir, puis tu diminues aussi considérablement tes chances de transmettre la maladie, le virus. Ça, c'est toute la vérité. Et en ce sens-là, les gens que moi j'ai appelés sur mes chroniques les ticlins, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup d'instructions,
qui sont très centrés sur eux-mêmes, leur petite vie, moi, mon gym, mon bar karaoké. Ces gens-là ont pris très mal les mesures de contrainte appliquées dans différents pays. Ils ont pris très mal également l'obligation ou qui leur était faite de recevoir un vaccin. Et ça me permet de déboucher sur le rapport entre le citoyen et la science. Et là, je vais faire un parallèle entre la question climatique et la question de la COVID. Ce sont deux sujets 100% scientifiques, 100% scientifiques, mais avec des conséquences sociales, économiques très importantes. Mais c'est d'abord et avant tout de la science. Combien de citoyens se sont intéressés à l'aspect scientifique de ces deux questions-là, le climat, les changements climatiques et la COVID? Je ne suis pas sûr que c'est la majorité des gens. Moi-même, personnellement, j'ai fait des chroniques au cours des dernières années sur le climat. J'avoue, avec de même une fierté, là, je n'assume pas ma condition de climato-réaliste, je l'affirme. Je suis un climato-réaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui met en doute la responsabilité principale de l'être humain dans les changements climatiques. Moi, je pense que les causes naturelles l'emportent largement sur l'effet de l'être humain sur le climat. Ça, c'est la question climatique. Pour la question climatique. Pour ce qui est du virus, quand c'est apparu, j'étais aussi ignorant que la plupart des citoyens. Et j'ai fait quelques chroniques à la radio là-dessus, puis je demandais à mes animateurs, vous avez fait des choix en matière de comportement et d'opinion sur le COVID. Sur quelle base avez-vous fait ces choix-là? Question claire. Autrement dit, je veux leur dire, quelle information avez-vous sur le COVID? Où êtes-vous allé la chercher? Et de quelle qualité et quantité jugeriez-vous qu'a cette information? Bien, la plupart m'ont dit, bon, j'ai regardé autour de moi, j'ai écouté les médias, tout ça. Combien sont allés voir les revues scientifiques à comité de lecture? Et je vous dirais là-dessus, moi, qu'une de mes sources d'information sur mon opinion et mon comportement vis-à-vis le COVID et les vaccins, je l'ai pris dans le magazine scientifique Science, publié par la American Association for the Advancement of Science, une revue américaine très ancienne et très, très, très cotée. Et là-dedans, vous allez trouver sur la COVID au moins 667 références à des articles, tous publiés dans des revues scientifiques ou médicales, à comité de lecture avec les noms des auteurs. Il ne s'agit pas de vous mettre à lire ces articles-là. La plupart des gens ne comprendront rien. Mais seulement lire le résumé, l'abstract. Vous allez voir tel groupe de recherche de telle université, il y a 12, 13, 14 auteurs. Ils ont fait telle étude, ils ont pris tel groupe d'êtres humains dans tel pays, des vaccinés, des non-vaccinés, des gens de tel groupe d'âge. Nous concluons que, autrement dit, les études montrent avec des chiffres que les vaccins, que ce soit Pfizer ou Moderna, ont une grande efficacité. On a sauvé des vies humaines. Ça permet d'éviter à peu près 18,5 millions d'hospitalisations supplémentaires et ça a sauvé environ 3,5 millions de vies humaines. C'est quand même pas rien. Et, je te coupe là parce qu'il rappelle le cahier des charges. Effectivement, dans le cahier des charges imposé à Pfizer, comportait l'obligation de démontrer la réduction des effets de la contamination, concrètement la réduction drastique de la probabilité d'être hospitalisé. Mais dans l'article, ce qui est intéressant et très pédagogique aussi, il rappelle que 80% des vaccins, depuis Louis Pasteur, n'ont pas forcément l'obligation de supprimer la transmission, mais la réduisent. Donc il y a toujours cette intention qui est toujours valable, parce que donc il dit si jamais on ne respecte pas ce principe, qui est valable depuis Louis Pasteur, ça veut dire que tous les vaccins ne le sont pas. Donc on rentre dans une sorte de radicalité opposée et qu'il dénonce d'ailleurs, puisqu'il
Il parle de l'aimable charlatan Péronne, ce qui est un peu exagéré, mais en même temps, il est venu au Québec, là. Parce que le mot charlatan est peut-être un peu trop. Péronne, disons que Péronne était un peu l'étendard des covido-sceptiques, si on peut les appeler ainsi. Il y avait Péronne, puis il y avait aussi le docteur, celui de Marseille, euh, dont le nom m'échappe. Raoult, Ah oui, Monsieur Raoult. Raoult, Didier Raoult, qui est un brave chercheur, mais qui a pris peut-être un peu trop d'importance dans les médias parce que son remède, finalement, sa potion, n'a jamais été démontré comme efficace, du moins plus efficace que les vaccins. Donc, il faut faire bien attention. Ce que beaucoup de gens recherchent, c'est pas la science, mais ils recherchent un scientifique qui va arriver à des conclusions qui font leur affaire. Par exemple, des conclusions, un scientifique arriverait à la conclusion, nos mesures ont été largement accélérées, on n'aurait jamais dû fermer telle chose et puis imposer tel couvre-feu. Par exemple, je me rappelle d'une conférence de presse ici au Québec du ministre de la Santé avec le premier ministre, puis un journaliste a demandé quelles sont les bases scientifiques sur lesquelles vous assoyez votre mesure de couvre-feu. On n'a pas besoin de base scientifique, on n'a pas besoin d'établir de base scientifique. Un enfant de 5 ans saurait que toute mesure qui réduit le nombre de contacts entre les êtres humains est une mesure efficace. La question qu'il faut poser, les avantages apportés par la mesure l'emporte-t-elle sur les inconvénients dans la population? Alors, quand vous imposez un couvre-feu, vous ne l'imposez pas aux gens qui doivent sortir la nuit pour des fins professionnelles ou pour des fins de sécurité, comme les policiers, les infirmières, les médecins, etc. Mais vous réduisez la mobilité des ticlins qui vont 3-4 fois par semaine faire des parties avec une caisse de bière chez leurs amis jusqu'à 3 heures du matin. C'est sûr que vous déplaisez à ceux-là. Maintenant, cet inconvénient-là provoqué au ticlin, est-ce qu'il est malheureux, mais est-ce qu'il l'emporte sur la baisse importante de contamination qu'on obtient en imposant des couvre-feux? Moi, je dis que le rapport bénéfice sur inconvénient est largement, il remporte largement la palme dans le cas de ces mesures-là. Maintenant, différents pays ont adopté différentes mesures à différents moments. Puis moi, je poserais la question au Ticlin qui critique puis qui chiale, là, à telle date, en 2021 ou en 2022, tel mois, quelles mesures auriez-vous pris au Québec pour mitiger la contamination, pour diminuer le nombre d'hospitalisations? Je ne suis pas sûr que j'aurais confié la gestion de la crise climatique, pas climatique, mais de sanitaire à ces gens-là. Je préférais la confier à des gens qui sont des médecins, des chercheurs, des gens avec une expertise reconnue en immunologie, en virologie. Bah, en tout cas, merci pour cette belle conclusion. On peut quand même rappeler que ce qui est important, c'est si vous voulez vous relire l'article, c'est donc de Drio Godefriedi, donc visite à Nuremberg pour Pfizer, ils ont avoué. Alors en fait, on a trouvé le titre de la chronique, Pfizer n'a pas avoué. Mais en même temps, je trouve que c'est très pédagogique parce qu'il rappelle la définition de ce qu'est un vaccin. Donc les vaccins ne suppriment pas la transmission. Ils sont là pour réduire, donc depuis Pasteur, donc 80% des vaccins depuis Pasteur ne suppriment pas la transmission, mais la réduisent. Et c'est la distinction, dit-il, entre vaccin stérilisant, suppression, et vaccin infectif, réduction. Voilà. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, allez voir. Puis je vous conseille aussi l'article de quelques questions sur le Covid-19 de Guy Miller, paru quelques jours avant, qui est tous les deux sur Dose Info. Merci Reynald et à la prochaine chronique. À la semaine prochaine, j'espère. Au revoir. Merci.